Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand format. Aujourd'hui, Fathia Dazieni vous parle de l'Arabie Saoudite, ses défis et ses enjeux. Chercheur en sciences politiques, diplômé d'un doctorat de l'IEP de Paris, spécialiste des monarchies de la péninsule arabique et du golfe Persique à l'IRSEM, Institut d'études stratégiques de l'école militaire, elle travaille sur les questions État et société en péninsule arabique et sur les questions sécuritaires et stratégiques de la région. Elle a participé et participe toujours à de nombreuses réunions internationales. Elle intervenait dans le cadre des conférences de regards croisés le 25 novembre 2024 à Nantes. Nous l'écoutons. Le premier, il y aura essentiellement les grands titres de ma présentation sur la politique intérieure, sur comment l'avènement du roi Salman, donc le père du prince héritier et donc de l'homme fort aujourd'hui du royaume, a révolutionné véritablement le cours de l'histoire de ce royaume, non pas en transformant fondamentalement la politique du royaume, mais structurellement cette monarchie. J'expliquerai un petit peu comment on est passé d'une monarchie, on va dire polyarchique, avec plusieurs branches de la grande famille Al Saoud, en un système donc assez horizontal qui se neutralisait et qui expliquait l'immobilisme aussi de cette monarchie pendant des décennies. Et comment l'arrivée du roi Salman, qui a succédé à son demi-frère, le roi Abdallah, en janvier 2015, donc il lui a succédé tout à fait normalement, suite au décès de son demi-frère, donc là, jusque-là, rien d'anormal, mais comment ce roi a rompu, si vous voulez, l'équilibre familial en désignant l'un de ses fils Benjamin le moins préparé à la succession et à devenir l'homme fort du royaume. Parce qu'il a été extrêmement mal accepté au sein de son propre cercle, ainsi que le cercle des oligarchies marchandes. Donc j'expliquerai un peu pourquoi assez rapidement. Ensuite, j'expliquerai dans un premier temps sa stratégie très calculée de légitimation de son pouvoir au sein de son propre cercle et comment sa stratégie, aujourd'hui, après 8 ans de pouvoir, s'est révélée plutôt réussie, dans le sens où il a parié sur la jeunesse de son pays et sur les femmes, même s'il en a embastillé certaines. Mais je peux vous dire que pour aller très régulièrement en Arabie Saoudite et avoir d'ailleurs également écrit une petite étude qui est en ligne dans mon centre de recherche, si ça vous intéresse, comment le prince héritier a donc calculé sa stratégie de légitimation de pouvoir en se basant sur le socle de la jeunesse et des femmes pour imposer par le haut, c'est très clairement un processus top-down, une modernité à marche forcée. Donc une modernisation très autoritaire, mais en même temps une modernisation qui répond à l'aspiration d'une très grande partie de la jeunesse à laquelle tout était dénié. Et d'ailleurs, la jeunesse ne comptait pas. Ça n'était pas un public sur lequel les anciens monarques avaient l'intention de proposer un quelconque programme de gouvernance. Et puis, bien sûr, j'évoquerai la vision 2030, à quoi cela fait référence. Et en deuxième partie, je vais surtout évoquer la politique étrangère et le rayonnement international, comment l'Arabie Saoudite aussi est perçue quand même assez et plutôt très négativement en Occident, alors que dans le Nouveau Monde, à savoir entre guillemets le Sud global, l'Arabie Saoudite est perçue comme une vraie puissance moyenne sur laquelle il faut compter. L'Arabie Saoudite est un pays donc, qui comprend 13 provinces, qui est extrêmement diversifié, et donc cette image qu'on avait très monolithique d'une Arabie
traversé par une idéologie religieuse orthodoxe extrêmement intolérante, le wahhabisme. Ibn Saoud donc a conquis les différentes provinces de ce pays pour l'unifier sous la férule de la doxa wahhabite. C'est comme ça que s'est construit l'État saoudien, le premier, en tout cas la troisième version de l'État saoudien en 1932, et dans ses frontières actuelles. Voilà, alors là, c'est le début du cœur de l'exposé, le nouveau paradigme vertical d'une monarchie autoritaire modernisée sous la supervision donc, du roi Salman et de son fils Mohammed bin Salman, qu'on appellera MBS, comme tout le monde. Alors ce nouveau paradigme, comme je l'ai un petit peu dit en introduction, c'est le fait de briser la structure horizontale de la monarchie qui faisait que chacun des grands princes qui avaient chacun leur fief, par exemple l'ancien prince sultan avait le fief du ministère de la Défense, l'a contrôlé pendant 50 ans, donc il organisait ce ministère quasi comme un État dans l'État, c'est-à-dire qu'il l'organisait de manière très indépendante, avec ses propres réseaux, sa propre clientèle, essentiellement issue de la région du Hadramout au Yémen, et le prince Naïef était celui qui contrôlait le fief du ministère de l'Intérieur, lui aussi pendant pratiquement 50 ans. Il y avait un autre fief qui était la garde nationale, qui était, lui, contrôlé par l'ancien roi Abdallah. Il y avait, évidemment, au-dessus de tout cela, le roi, mais chacun de ces ministères était vraiment administré de manière quasi autonome. Hein. Donc, vous imaginez un peu la manière dont ces princes pouvaient empêcher un autre prince, en tout cas le roi, de mener une réforme qui convenait à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait tout le temps, à cause du système clientéliste propre à ces fiefs, des batailles rangées entre ces différents princes pour effectivement pouvoir avoir le plus de pouvoir possible. Vous aviez aussi le fief du ministère des Affaires étrangères qui, lui, était géré par la famille, les descendants de l'ancien roi Al-Faysal, réputé pour être beaucoup plus ouvert, une famille d'intellectuels et qui fonctionnait plutôt en phase toujours avec le roi en place. Hein. Et puis, il y avait, bien sûr, le ministère le plus important, celui du pétrole, qui était, jusqu'à l'arrivée du roi Salman, toujours détenu par un technocrate. C'est-à-dire que les Al Saoud avaient eu l'intelligence, jusque-là, de ne jamais mettre un Al Saoud à la tête du ministère du pétrole, parce que c'était 90% des revenus de l'État, et donc il fallait absolument que cela soit tout à fait canalisé, neutralisé. Donc ils se sont toujours mis d'accord pour que ce soit une personne hors de la famille. Alors arrive donc le roi Salman, qui était la personnalité. Alors lui, c'est l'ancien gouverneur de Riyad. Il a été gouverneur de Riyad pendant une 50aine d'années, et il fait partie, évidemment, de la branche la plus importante de la famille Al Saoud. Et donc c'est lui qui va rompre ce système horizontal, en jouant d'abord le jeu les 2 premiers mois de sa succession, en laissant le même prince héritier, mais en nommant de manière assez imprévisible son jeune fils Benjamin ministre de la Défense, alors qu'il n'a aucune éducation militaire. C'est un businessman, hein, il n'a pas réellement de culture en termes de diplomatie internationale et de relations internationales. C'est sur la base de son tempérament, de son ambition et de sa volonté de transformer et de réformer son pays que son père porte son choix sur ce fils qui est l'un des moins capés. Hein. On dit qu'il a un BA, une licence de droit, qui est quand même, alors que tous ses demi-frères sont diplômés des grandes universités américaines, Harvard, Princeton ou encore d'Oxford. Hein. Donc lui, c'est vraiment le fils qui n'est jamais sorti d'Arabie Saoudite
et qu'il a nommé parce qu'il a ce tempérament autoritaire, comme son père, et qu'il a surtout une ambition de transformer le royaume. C'est-à-dire que le roi Salman a fait de Riyad la troisième mégalopole du monde arabe aujourd'hui, et il pensait que son fils était capable de faire de l'Arabie saoudite une puissance moyenne considérable au XXIe siècle. Alors, il ne s'est pas tout à fait trompé sur le caractère ambitieux de son fils, effectivement, puisqu'il est donc à la manœuvre pour engager une dynamique de réforme économique et sociale. Et avant cela, quand même, avant de présenter sa vision 2020-30, qu'il a présentée aux Saoudiens après qu'il l'ait présentée à l'international, parce que c'est d'après une interview à The Economist en janvier 2016 que l'on a entendu parler pour la première fois du projet de transformation du royaume, de modernisation de la vision 2030. Il l'a présenté quelques mois plus tard, en avril 2016, devant la télé saoudienne Al Arabiya, qui est cette chaîne satellitaire qui a fait concurrence à Al Jazeera, la chaîne qatari, et donc ça ne s'était pas fait sans critique. Les Saoudiens ont été extrêmement vexés d'apprendre d'abord par effectivement l'un des plus grands magazines internationaux, mais d'apprendre par l'international les ambitions de transformation du pays. Donc c'est vous dire si effectivement la démarche est très brutale et très top-down. Bon, ceci étant, il adresse donc pendant plus d'une heure et demie une interview à Al Arabiya où il présente sa vision 2030 et il compte effectivement, il fait des annonces assez spectaculaires parce qu'il faut savoir qu'avant l'arrivée du roi Salman et de son fils, on avait affaire à un pays totalement atone où les religieux contrôlaient l'ensemble de la sphère sociale, avaient le contrôle sur la société. Il y avait cette fameuse police religieuse qu'on appelle les Mutawwa, qui veillait à la stricte application vraiment de la doxa wahhabite, qui consistait à interdire la mixité de manière absolue, à veiller à ce que les femmes portent la abaya et le voile de manière bien... vraiment, moi j'ai assisté en 2000 où il y avait des membres de cette police religieuse avec un bâton qui pressait de remettre le voile en place. Ça, c'était dans les années 2000-2005. Vers les années 2010, ça c'est un peu plus... ils étaient un peu moins agressifs, mais le prince annonce la fin de ces contrôles intempestifs et en réalité la fin de cette police religieuse. Même si elle existe toujours formellement, elle n'a plus le droit de contrôler ou de s'adresser aux femmes, aux jeunes gens, etc., sur leur tenue vestimentaire. Aujourd'hui, la mixité est partout, en tout cas dans les grandes mégalopoles, parce que je vous ai montré, le royaume est vaste, et la vision 2030 s'applique essentiellement dans les grandes conglomérations urbaines que sont Riyad. C'est vraiment aujourd'hui un État dans l'État. Vous avez bien sûr Jeddah, alors, pas mentionné, c'est entre la Mecque et Médine, vous voyez, sur la côte, sur la côte de la mer Rouge. Et puis vous avez à l'est Dammam et donc les autres villes de province sont quand même très, je veux dire, pas très peuplées. Et puis surtout, l'ensemble de la jeunesse saoudienne aujourd'hui converge vraiment massivement à Riyad. Aujourd'hui, sur 25 à 26 millions de Saoudiens nationaux, vous avez près de 10 millions de Saoudiens qui sont à Riyad. Mais la population totale, c'est 36 millions. Vous avez un certain nombre d'expatriés, mais quand même, ça vous donne quand même la mesure de... En fait, c'est une population, il y a une vraie population en Arabie saoudite, contrairement aux autres monarchies
qui sont des micro-monarchies et dont les populations représentent à peine 10%. Les populations locales représentent 10% de la population totale. Aux Émirats arabes unis, sur 10,5 millions d'habitants, vous avez au maximum 1 million d'Émiratis. À Oman, le ratio est un peu plus élevé. Mais voilà. Donc, voilà, ce pays, c'est vraiment le cœur. Mais vous avez des déserts dans les périphéries. Et très clairement, la vision 2030, elle opère un creusement très, très important. Et ça, c'est peut-être une des inquiétudes que les Saoudiens ont, c'est à savoir cet écart considérable qui se creuse, notamment avec cette modernisation à marche forcée, entre les centres urbains et les centres périphériques. Vous avez très clairement une Arabie vraiment à échelle et à vitesse très, très variée. Même si on a un narratif très nationaliste qui se veut unir évidemment et unifiant le royaume, la réalité sociale et économique est très clairement très, très contrastée et très diversifiée. Et évidemment, Riyad est vraiment le pôle d'attraction le plus important. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, une conférence donnée le 25 novembre 2025 pour Regard Croisé par Fathia Dazieni sur l'Arabie Saoudite, ses défis et ses enjeux. Alors, en quoi consiste cette vision 2030 ? Donc, très clairement, le prince héritier casse donc la gouvernance traditionnelle, à savoir le contrôle social et éducationnel et juridique par les religieux et le contrôle politique, c'est-à-dire le régalien et l'international, et bien sûr l'économie et le pétrole, par les Al-Saoud. Aujourd'hui, le prince héritier concentre tous les pouvoirs. Comme je le disais, avant, c'était un technocrate qui avait la gestion du ministère du pétrole. Aujourd'hui, c'est le demi-frère du prince héritier, Abdelaziz Ben Salman, donc son demi-frère, mais qui est quelqu'un d'extrêmement compétent, qui avait été vice-ministre du pétrole depuis une quinzaine d'années quand même. Donc c'est pas non plus quelqu'un d'incompétent, mais il n'empêche que la gestion du pétrole revient complètement au Al-Saoud. Et ça change la donne. Les religieux, évidemment, sont encore là, mais la police religieuse est totalement écartée. Donc, je n'ai pas très bien compris à quoi ils étaient encore payés, mais bon, il y a quand même, ce sont des fonctionnaires, donc ils restent plutôt dans leur bureau, à essayer certainement de contrôler plutôt aujourd'hui les prêches dans les mosquées, qui sont aujourd'hui beaucoup plus contrôlés qu'ils ne l'étaient. Maintenant, vous avez quasi des éléments de langage dans les sermons, tout est bien policé, et donc cette image qu'on avait du royaume qui était impossible à réformer à cause du poids des religieux, et en fait a toujours été fausse, parce que si le religieux avait ce poids-là dans les précédents à l'époque précédente, dans la version précédente de la monarchie Al-Saoud, c'est parce que les Al-Saoud le voulaient bien. C'est-à-dire que le roi Fahd, quand il a, à partir de 1979, donné vraiment tout pouvoir à cette police religieuse, c'était aussi une manière de réaffirmer la doxa religieuse très conservatrice et très orthodoxe de l'Arabie saoudite par rapport à ce qui se passait pas très loin, à savoir la révolution islamique d'Iran, qui établit la République islamique d'Iran en 1979 et qui a des prétentions d'exporter sa révolution islamique au-delà même des populations chiites, parce que la révolution islamique d'Iran se voulait universelle du monde islamique, elle se voulait révolutionnaire et islamique, et pas révolutionnaire chiite. Donc ça a été évidemment pris comme une très grande menace pour l'Arabie saoudite, patron des lieux saints, gardien des lieux saints, des deux lieux saints de l'islam. Et donc il y a eu donc tout
un renforcement, une radicalisation de la doxa religieuse wahhabite à partir de l'année 1979. Et donc, le prince héritier, lui, quand il présente sa vision 2030, il dit on ne va pas s'embêter parce qu'il a beaucoup de charisme et il rompt aussi avec la façon cette façon très cérémonieuse qu'avaient les princes Al Saoud de s'adresser à la population et de faire la politique. Ah non, lui, il arrive, il déménage tout, il vient avec ses sandales, très décontracté, ça plaît énormément aux jeunes. Il parle avec le dialecte riyadote, l'accent très marqué de la province centrale, et il dit on ne va pas s'emmerder à se faire embarrasser par ces barbus qui nous ont pourri la vie pendant 30 ans. Et c'est comme ça que les jeunes découvrent un prince absolument incroyable, alors évidemment très populiste, et donc il arrive en quelques années à totalement à faire que les jeunes adhèrent complètement à son programme de réforme. Et là, évidemment, c'est la culture du divertissement, les cinémas, enfin bref, vous avez... moi, j'étais en Arabie il n'y a pas longtemps, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme, une manager absolument incroyable d'un des principaux hôpitaux de Riyad, et qui me disait, est-ce que vous vous rendez compte, Fatira, moi j'ai 40 ans, et j'ai connu ce que c'était l'Arabie. Donc imaginez, pour une femme comme moi, même si c'est vrai que, évidemment, ce prince il ne veut pas être challengé par une société civile embryonnaire qui aurait des idées qui rivaliseraient avec les siennes. Et donc, on sait très bien que la liberté d'expression, de parole, mais quand tout vous a été interdit, il est évident que quelqu'un qui arrive comme ça, qui permet aux femmes de conduire, parce que c'est le seul pays au monde qui interdisait aux femmes de conduire, de manière complètement arbitraire, et ça n'avait rien à voir avec l'islam. Et ça, le prince, c'est ce qu'il dit, on ne va pas se laisser emmerder par des retardés. L'islam n'a jamais dit qu'il fallait interdire aux femmes de conduire. Donc, par des petits messages comme ça, tout simples, il arrive vraiment à faire en sorte que 70% des Saoudiens ont moins de 40 ans quand même. Et ces 70%, alors évidemment, il y en a certainement qui sont critiques du prince, mais même parmi ces critiques, ils adhèrent complètement à cela. Et même au-delà de 40 ans. Mais cette partie de la population, et c'était sa stratégie, c'est ce qu'il a ciblé, et ça, on peut dire qu'il a parfaitement réussi. Et les femmes, en particulier, sont complètement fans du prince héritier. Alors là, qu'elles soient en dessous de 40 ans ou plus, même les femmes âgées et tout reconnaissent à cet homme fort, ce côté un peu... c'est des femmes qui aiment le côté viriliste. Il a de la poigne, il sait se faire respecter. Bon, alors, évidemment, vous avez bien entendu parler de choses moins mirobolantes. Bon, là, cet aspect-là, je l'ai déjà développé, mais vous avez tous entendu parler, bien sûr, de l'affaire Khashoggi, et bien entendu, je vais en parler, et qui est plus qu'emblématique de l'exemple de verrouillage politique, mais ça a été une manière, si vous voulez, très très brutale de la part du prince héritier, qui, évidemment, n'a jamais convenu qu'il avait été le commanditaire de cet assassinat, mais clairement, d'ailleurs, Jamal Khashoggi, moi je l'ai connu, c'était un ami pendant 20 ans, c'est quelqu'un que j'ai très bien connu, qui est un homme délicieux, absolument très patriote, qui adorait son pays, mais qui avait une tribune au Washington Post où, effectivement, il s'inquiétait beaucoup de la tournure, de la verticalité de cette monarchie, et il pensait que c'était le début de la fin pour son pays. Donc, des articles comme ça qu'il écrivait. Le prince héritier aurait peut-être pu se sentir menacé parce que, apparemment, Jamal avait organisé avec certains dissidents saoudiens le fait de créer une sorte de mouvement politique contestataire à partir de Washington où Jamal
avait quand même des relais parmi le Congrès américain, et ça, c'est certainement une ligne rouge qui a très certainement fait très peur au prince héritier, dont on est sûr qu'il voulait faire venir Jamal Khashoggi à Riyad, qu'il voulait le faire revenir. Maintenant, est-ce que l'affaire telle qu'elle s'est passée dans ce consulat saoudien à Istanbul s'est passée en fonction de ce qu'a voulu le prince héritier? Moi, c'est le 2 octobre 2018 qu'a eu lieu cet assassinat, et ça a complètement, effectivement, bouleversé le monde. Et c'est vrai que beaucoup en Occident pariaient sur l'arrivée de ce jeune homme assez incroyable, qui avait effectivement réalisé ce que personne n'imaginait. Et là, badaboum, brutalité, cet assassinat, qui intervient quand même un an après aussi une autre brutalité qui avait été faite aux élites, le fameux épisode du Ritz-Carlton. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en novembre 2017, où il avait embastillé la moitié de sa famille, les membres de sa famille, la plupart des grandes familles marchandes qui étaient reliées aux anciens princes et surtout à l'ancien roi Abdallah, pour casser complètement les réseaux et au nom de la lutte contre la corruption. Alors c'est vrai que, comme je le disais, cette gestion par fief prêtait complètement à une corruption endémique, ça c'est clair, notamment tout ce qui était lié au contrat d'armement, etc., c'était quelque chose d'avéré, c'est certain. Mais la manière dont le prince, effectivement, montre l'exemple en disant, c'est un petit peu un message aussi à l'ensemble de la population, parce que s'il est capable de faire ça à ses propres oncles, frères, demi-frères, cousins, et à des milliardaires issus des plus grandes familles marchandes, qu'est-ce qui peut arriver aux malheureux saoudiens lambda? Donc c'est quand même très clairement un message, voilà, j'arrive, je fais le ménage. Mais moi, lorsque j'avais été, alors pareil, j'étais en 2017, je vais souvent en novembre ou décembre en Arabie Saoudite, chaque année. Et j'étais là-bas pendant ces événements, etc. Et bon, c'est vrai que les Saoudiens ont été assez sidérés suite à l'assassinat de Khashoggi. Et il y avait même, à tel point que beaucoup me disaient, mais c'est pas possible, c'est un complot. Comment quelqu'un qui veut complètement sortir du Moyen-Âge son pays va s'amuser à se tirer une balle dans le pied? On ne peut pas croire à ça. Donc c'était vraiment l'incrédulité, la sidération. Et puis, après ce sentiment de sidération, il y avait aussi la colère vis-à-vis du monde occidental, qui avait traité non seulement, alors qu'il soit choqué par cet assassinat barbare, c'est une chose, mais qu'il traite le royaume de paria, comme l'avait fait le président Biden, et comme le prince héritier était traité par la plupart des grands leaders du G20, auquel participe et auquel est membre l'Arabie Saoudite. Ça, c'était quelque chose qui a été très mal vécu sur place, parce que, dès qu'un nouveau leader arabe s'annonce comme étant ambitieux, brillant, etc., eh bien, on le casse. C'est comme ça que c'était aussi perçu, parce qu'il y a aussi, derrière cette vision 2030, tout un narratif, une logorée très nationaliste. Alors qu'avant, le seul narratif possible, c'était l'islam et la charia islamique. Là, très clairement, le narratif très nationaliste, voire populiste aussi, prend le pas et est extrêmement bien reçu par une grande partie de la jeunesse. Il y a ce sentiment de se sentir fier d'être saoudien, alors que jusqu'à présent, être saoudien, qu'est-ce que ça voulait dire? Puisque le sentiment national était perçu comme anti-islamique. Vous étiez d'abord musulman avant de vous dire saoudien. Là, c'est très clairement Saudi first. On a America first, mais on a Saudi first, là, aujourd'hui. Et c'est très, très ancré, aujourd'hui, chez les Saoudiens.
Donc évidemment, l'affaire Khashoggi a laissé des traces, en laisse encore. Et donc il y a cette volonté donc, du prince héritier, cette façon de gouverner qui est de souffler le chaud et le froid. Donc être très brutal sur tout ce qui peut devenir dissident, contestataire, et à côté de ça, casser cette police religieuse, faire de ce qu'on appelle du woman empowerment, c'est-à-dire qu'il fait énormément passer de lois pour promouvoir la place des femmes dans la vie active. En 2016, lorsqu'il présente sa vision 2030, les Saoudiennes représentaient 18% de la force active. Il avait l'ambition en 2030 de faire passer cette moyenne à 30%. On en est aujourd'hui, en 2024, à 35% de femmes dans la force active. Donc il y a cela. Alors ça exaspère beaucoup les hommes en Arabie Saoudite. Ils se sont totalement diminués. C'est vrai qu'avant, les femmes étaient totalement sous la férule. Et là, cette espèce de woman empowerment, il y en a beaucoup qui le vivent assez mal. Ils se sentent... en même temps, c'est vrai que quand elles sont très bien éduquées, et elles sont extrêmement impressionnantes. C'est vrai qu'elles sont ambitieuses, volontaristes, qu'elles soient diplômées ou pas. Celles qui ne sont pas très diplômées, elles sont très heureuses de pouvoir avoir accès à des fonctions auxquelles elles ne pouvaient absolument pas prétendre. Elles ont été aussi aidées quand il s'est agi de prendre le volant, parce qu'elles avaient très peur au début. À chaque fois que je posais la question, elles me disaient « Ah non, moi je laisserai ma voisine d'abord s'acheter une voiture avant de... » Et finalement, celles qui avaient déjà le permis de conduire, parce qu'elles ont fait leurs études aux États-Unis, en Europe ou même dans le monde arabe, eh bien, finalement, elles ont pris le pli. Et puis, maintenant, alors là, vous avez... toutes les femmes conduisent, même dans les campagnes. De toute façon, dans les campagnes, dans les fiefs un petit peu bédouins, elles ont toujours conduit. Parce que elles se déplacent, vous avez des kilomètres et des kilomètres de désert, et là, il n'y a pas de... Voilà. Mais donc, il y a un petit peu ces contrastes. Vous avez également certains hommes qui se disent soulagés de voir que les femmes ont acquis beaucoup plus d'autonomie parce qu'ils ont moins de tâches à accomplir. Parce que, voilà, dans les familles, toutes les familles ne sont pas richissimes. Le niveau de vie en Arabie Saoudite n'est pas aussi élevé que ce qu'on peut imaginer. Les familles très riches... les très riches représentent à peine 5 à 10% de la population saoudienne. L'immense majorité, c'est on va dire, entre guillemets, des classes moyennes. Parmi ces classes moyennes, vous avez une vingtaine de pourcents de classes aisées. Le reste, ils ont besoin que les prix soient subventionnés pour y arriver. Et surtout qu'aujourd'hui, avec la vision 2030, vous avez des taxes, vous avez des impôts. Vous avez une TVA qui est passée de 5% en 2018 à 20% après le Covid, et là, ça fait grincer des dents, parce que le niveau de vie a été multiplié par 5 ou 6 depuis le début de l'application de cette vision 2030. Et puis, il y a beaucoup de prix qui ne sont plus subventionnés, notamment pour les familles aisées. Donc, la maison moyenne, c'est pas notre petit, je sais pas, 50-60 mètres carrés. C'est une petite maison, c'est 500 mètres carrés là-bas. Donc, imaginez en énergie, en clim, etc., ce que ça peut... Donc ces prix-là ne sont plus subventionnés pour les gens qui ont un bon niveau de vie. En revanche, on fait attention quand même à toujours subventionner ceux qui ont des revenus en dessous de 20 000 rials par foyer, à savoir l'équivalent de 4 000, 4 500 euros. Un foyer saoudien, c'est pas une famille nucléaire de 2 enfants. Ça peut aller jusqu'à 8-10 personnes. Donc voilà un peu pour essayer de vous donner un ordre d'idée et de voir qu'effectivement, cette vision 2030, elle a ses aspects très positifs, mais il y a une approche donc, qui est assez brutale, qui est basée aussi sur les fameuses KPIs, c'est très anglo-saxon, à savoir en fonction de... Chaque ministère est obligé tous les 3 mois de rendre compte de
de l'évolution de son programme, hein, c'est très comptabilisé, etc. Donc il y a un turnover de ministres assez impressionnant, parce que quand ils n'accomplissent pas ce qu'il faut, eh bien ils sont virés. Et donc ça c'est des choses qui plaisent assez à la population, parce qu'avant vous aviez, comme je vous disais, des fiefs qui étaient tenus pendant 5 décennies par les mêmes ministres, hein, et qui ne bougeaient pas. Là, vous avez très clairement une bureaucratie à deux vitesses, parce que l'Arabie saoudite est un pays qui emploie énormément ses nationaux dans le secteur public. Jusqu'à présent, le secteur public, c'était extrêmement pléthorique, pas très efficace, mais c'était la rente, si vous voulez, des Saoudiens. Ils sont assurés d'avoir un emploi sécure, donc, à vie, plutôt bien payé, et donc complètement subventionné par l'État. La Vision 2030 arrive pour, justement, dégonfler ce secteur pléthorique et créer un secteur privé avec des ambitions qui ne sont pas du tout atteintes, hein, mais en tout cas, le secteur privé, aujourd'hui, est un peu plus important qu'il ne l'était avant la Vision 2030. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, une conférence donnée le 25 novembre 2025 pour Regard Croisé par Fathia Dazieni sur l'Arabie Saoudite, ses défis et ses enjeux. Voilà un peu pour la dynamique intérieure. Cette façon de gouverner, c'est très clairement très populiste, puisqu'il atteint ce qu'il appelle le vrai peuple, à savoir ces jeunes, ces femmes, ces Saoudiens lambda, et une politique qui s'est faite aussi contre, surtout, les élites qui, jusqu'à présent, détenaient le pouvoir, à savoir une grande partie des membres de sa famille et les réseaux marchands qui étaient reliés aux branches de la famille Al-Saoud. Et puis, évidemment, bien sûr, l'establishment religieux qui, lui, donc, s'adapte. Hein. Donc, de toute façon, ils n'ont pas le choix et ils s'adaptent au fait que leurs prérogatives ont été très, très largement rognées. Donc, le rêve du prince héritier, c'est de faire de son royaume un royaume vibrant, dynamique. La première économie, bien sûr arabe, de toute façon, ça l'est déjà, mais l'une des économies les plus dynamiques non plus du monde arabe, mais aussi de l'Ouest asiatique, parce que c'est comme ça aussi qu'il se présente. Il veut être à la jonction des 3 continents, Europe, Afrique, Asie, et faire de son royaume, avec des projets assez exubérants, vous avez entendu parler de Neom, etc., des méga-projets, en faire des hubs high-tech, très interconnectés. J'ai toujours pas très bien compris la philosophie du concept Neom, hein, une espèce de cité futuriste, essentiellement avec de l'énergie renouvelable, mais en même temps très énergivore, parce que où sont concentrés des datas, de l'intelligence artificielle, qui sont, d'après certains spécialistes, extrêmement énergivores. Donc, où est la logique dans tout ça ? Beaucoup de magazines anglo-saxons et spécialisés parlent de plus d'1 trillion de dollars de dépensés pour ces projets. Moi, à Riyad, on m'a dit non, tout ça c'est du vent, c'est pas vrai. Jusqu'à présent, il n'y a que du real estate, une espèce de bâtiments construits, etc. Il n'y a pas grand-chose dedans et il n'a pas dépensé autant d'argent. Donc, où est la vérité ? Je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que le concept futuriste qui est censé attirer 9 à 10 millions de personnes, aucun Saoudien veut aller à Neom. C'est cette ville du futur qui a vocation à, évidemment, être une ville essentiellement animée par l'intelligence artificielle et attirer des start-up de par le monde, et notamment israéliennes, très clairement. D'où cette volonté du prince héritier, qu'il n'a jamais cachée, de vouloir, de considérer qu'il n'avait absolument aucun problème à
avoir des relations directes avec Israël et un processus de normalisation était en cours de négociation parallèlement aux accords d'Abraham qui ont été signés par les Émirats arabes unis et le petit royaume du Bahreïn sous l'incitation très importante du prince héritier saoudien, parce que le roi du Bahreïn n'était pas très enclin à signer cette normalisation, mais comme le Bahreïn n'est pas très souverain dans ses choix, parce que totalement dépendant de ces deux voisins très riches, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, pour insuffler un peu plus de budget à Bahreïn, eh bien, plutôt que de normaliser directement avec Israël, le prince héritier, qui sait que sa population n'est pas du tout prête à cela, on parle d'Israël comme l'ennemi. Donc la population saoudienne n'est absolument pas prête à la normalisation. C'est un risque politique avéré pour le prince héritier de signer une normalisation avec Israël. Et depuis le 7 octobre 2023, bien entendu, la question se pose presque plus. Même si on laisse encore planer le doute. Et donc, voilà cette vision 2030 qui est surtout symbolisée par le narratif du Saudi First, au cœur du leadership saoudien. Ça, c'est très important parce que ce concept de l'Arabie d'abord a un impact direct avec la politique étrangère que le prince héritier va conduire. Donc, c'est extrêmement relié. Donc, la volonté, voilà, de faire de ce pays qui était vraiment extrêmement atone et immobile, une puissance dynamique. Et c'est vrai, moi, je reviens de Riyad, on a, en tout cas, c'est le poumon du pays, un dynamisme échevelé, des multinationales de tous les pays qui se sont installés récemment à Riyad, parce que c'était la volonté du prince héritier de dire, si vous voulez des contrats avec mon pays, vous n'avez pas d'autre choix que d'installer vos quartiers généraux dans ma capitale, et ça, bien sûr, en référence et en compétition avec le petit voisin très dynamique et qui a une large longueur d'avance sur l'Arabie saoudite en matière d'économie de services, de tourisme, etc., à savoir les Émirats arabes unis et Dubaï. Et là, après mon séjour à Riyad, j'ai été à Dubaï et aux Émirats arabes unis, et c'est vrai que les Émiratis sont très très inquiets du dynamisme et de la traction avérée de Riyad aujourd'hui. Ils n'y croyaient pas trop, ils pensaient que... Et là, ils pensaient avoir 20-30 ans d'avance. Là, très clairement, l'écart se réduit considérablement. Alors, c'est vrai qu'en termes de services, il n'y a pas photo. J'étais dans des hôtels à Riyad, à Abu Dhabi, Dubaï. C'est pas la même culture du service, mais ça vient vite. C'est, en tout cas, en termes de hub financier, et puis surtout de pays qui attirent les projets. Il n'y a pas photo entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et ça, pour les Émirats arabes unis, c'est des choses qui avaient été travaillées pendant des années et des années, et ils étaient seuls, donc ils caracolaient en pointe, et depuis, évidemment, ils voient la concurrence arriver, mais arriver à un rythme dont ils ne soupçonnaient pas la rapidité. Donc, pour attester du dynamisme du pays, en tout cas au cœur de Riyad. Et c'est vrai que cette vision 2030, moi, me frappe dans le sens où à chaque fois que je reviens de Riyad, pourtant ici, quand on lit la presse, même spécialisée, le FT, Financial Times, etc., c'est quand même des journaux très sérieux, mais on a toujours un peu une vision un peu apocalyptique que ce soit des méga-projets qui vont dans le mur.
voilà, il y a quelque chose enfin, une perception où, en Occident, on n'y croit pas, quoi. C'est du fake, Et quand je reviens de Riyad, je suis frappée par l'enthousiasme et le volontarisme et le fait que les Saoudiens, eux, y croient. Et ils croient au projet d'une Arabie saoudite sûre d'elle, ambitieuse, ouverte au monde, et ils sont très contents de recevoir de plus en plus de touristes, parce que c'est un pays extrêmement diversifié, magnifique. Malheureusement, c'est la niche touristique sur laquelle cible le prince héritier me semble un peu, à mon avis, c'est du tourisme de luxe. Et alors qu'il y a des endroits où c'est comme le sultanat d'Oman, où on peut avoir des treks, on peut faire du tourisme un peu de nature, etc., qui ne demandent pas des moyens considérables. Ce n'est pas forcément des hôtels 7 étoiles, parce qu'on n'est pas dans le 5 étoiles, on est dans le 7 étoiles. Bon, de ce point de vue-là, c'est vrai que ces projets de tourisme de luxe, même s'ils attirent quelques millionnaires et milliardaires, est-ce que ça va tenir la route sur le long terme ? Il y a des vraies questions qui se posent. Mais en dehors de cela, eh bien, le fait que c'est un pays où tous les voisins investissent, les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens investissent aujourd'hui beaucoup plus en Arabie Saoudite que dans leur pays. Donc, même si le Royaume a du mal à attirer encore les grands investissements extérieurs de la part notamment des pays occidentaux, j'ai été impressionnée par la place de la Chine. Vraiment que la Chine tient. Ils ont par exemple des méga-projets dans toute l'Arabie du Sud, la province de Jizan, qui est frontalière du Yémen, où vous avez des installations portuaires, des infrastructures énormes, etc. Donc il y a quand même des grands géants asiatiques qui s'intéressent de près au projet en Arabie Saoudite. Les Américains investissent aussi beaucoup, mais ils arrivent quand même presque 10 ans après les Chinois sur tout ce qui est intelligence artificielle, high-tech, etc. Parce que les États-Unis ont toujours beaucoup de prudence à investir dans le royaume. Et aujourd'hui, ils ont vu que les Chinois avaient pris une telle longueur d'avance qu'aujourd'hui, ça devient problématique pour les Saoudiens et les Émiratis de dire on fait avec vous, mais on fait aussi avec la Chine, avec l'Inde et avec d'autres. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez votre émission Grand Format. Aujourd'hui, une conférence donnée le 25 novembre 2025 pour Regard Croisé par Fathia Dazieni sur l'Arabie Saoudite, ses défis et ses enjeux. La position de l'Arabie Saoudite aujourd'hui est très différente de ce qu'elle avait été au début des printemps arabes. Évidemment, comme je l'ai dit, la révolution iranienne et donc l'établissement de la République islamique est vécu comme une vraie menace pour l'Arabie Saoudite en tant que première puissance du monde islamique. Et c'est également perçu comme une menace parce que c'est une république et qu'elle prône une révolution. Donc il y a divers facteurs qui font que dès 1979, l'Iran est objectivement une menace existentielle pour l'Arabie Saoudite. Donc 1979 est une année assez traumatique. Autre année traumatique pour les Saoudiens, c'est l'année 2003. Et surtout le 9 avril 2003, lorsque Saddam Hussein est défait par l'invasion américaine en Irak. C'est une invasion auquel les Saoudiens s'étaient opposés, mais de manière pas officielle, mais lorsqu'ils parlaient aux dirigeants américains, ils leur disaient que c'était effectivement, comme le disait la France à l'époque, la boîte de Pandore. Et donc ils étaient opposés à cette invasion. Autre année traumatique, et en plus de ça, en 2003, donc c'est la chute de Saddam Hussein, et
on organise des élections en Irak, bien entendu, sachant que la communauté chiite irakienne est majoritaire. Il y a un renversement brutal de l'organisation politique dans ce pays, puisque c'est la communauté chiite qui va dorénavant prendre le pouvoir, alors que jusqu'à présent, ça a toujours été une gestion par la communauté sunnite, même si sous Saddam Hussein, effectivement, il y avait ce caractère assez laïque, et pas du tout basé sur l'islam et la doxa, ou une école de pensée islamique sunnite. Mais lorsqu'il est en danger et lorsque son pouvoir vacille un peu avant l'invasion américaine en 2003, il a recours effectivement lui aussi au narratif assez islamique sunnite en demandant aux monarchies du Golfe de le soutenir parce que l'Irak a fait la guerre contre l'Iran pour protéger justement les monarchies du Golfe de l'exportation de la révolution islamique iranienne. Donc les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran vont également s'exacerber pendant ces révolutions arabes et notamment en Syrie. L'Iran étant un allié historique de la famille Assad en Syrie, le royaume d'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe sont très inquiets de voir que l'Iran, comme ça, parvient à petit à petit à être dominant en Irak, au Liban avec le Hezbollah et en Syrie avec cette contestation qui monte et qui est extrêmement brutalement réprimée par le président Assad. Parce qu'en 2019, il y a une autre date assez fatidique, c'est les attaques revendiquées par les rebelles houthis du Yémen, mais en réalité apparemment le fait de l'Iran, sur les installations pétrolières saoudiennes en septembre 2019 à Abqaiq et Ruwais, et 2 mois avant également des attaques de missiles sur des tankers positionnés dans les eaux du port de Foujaïra aux Émirats arabes unis. Et en 2019, pourtant, c'est leur grand ami président Trump, qui avait des relations personnelles très fortes, eh bien, le président Trump, tout défendeur qu'il fut de Mohammed Ben Salman, a refusé catégoriquement de répondre par des représailles contre l'Iran à ces attaques sur les ressources vitales du royaume, qui avait, pendant 15 jours, dû interrompre la moitié de sa production pétrolière. Donc c'est un manque à gagner énorme aussi pour l'économie mondiale, puisque l'Arabie saoudite est l'un des principaux exportateurs de pétrole. Donc évidemment, le prix s'en est brutalement ressenti, mais Trump avait répondu en disant « vous vend suffisamment d'armes comme cela pour que vous vous protégiez tout seul. Il est hors de question qu'une seule goutte de sang d'un GI coule pour vous défendre ». Bon, ça a été aussi brutal que ça. Et donc, la garantie de sécurité américaine, qui était le socle fondateur de l'alliance depuis Roosevelt et le roi Ibn Saoud en 1945, à savoir on vous vend du pétrole à bon marché contre une garantie de sécurité à toute épreuve, et depuis belle lurette terminée, sachant d'autant plus que les États-Unis aujourd'hui sont le premier producteur de pétrole avec le pétrole de schiste. Donc 2019 est vraiment une date rupture, et c'est comme cela que les Saoudiens, comme les Émiratis et les autres pays du Golfe, vont accélérer la diversification de leurs relations, et notamment avec la Chine, qui va devenir, qui est depuis 2021 le premier partenaire économique de la région, et notamment de l'Arabie saoudite, sachant que les 6 pays du Golfe exportent essentiellement leur pétrole vers l'Asie, également vers l'Europe, et 75% de leurs exportations vont vers l'Asie, avec la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud. Donc, il est clair que pour les pays du Golfe, ils ont beaucoup plus intérêt à soigner leurs relations côté asiatique que côté occidental. Bon, depuis l'après-Covid, il y a eu effectivement une volonté
d'apaiser et de désescalade régionale. Et le point d'orgue de cette désescalade a été en plus de ça formalisé par la Chine, qui a été l'acteur déterminant pour décider l'Arabie saoudite à renormaliser ses relations avec l'Iran, des relations qui avaient été interrompues en 2016. L'Arabie saoudite, mais en échange de quoi l'Arabie saoudite demande à la Chine, qui a effectivement des relations économiques et stratégiques et militaires très importantes avec l'Iran, d'avoir un peu le contrôle sur cette nouvelle renormalisation des relations et donc d'être un peu le garant de la bonne détente. Et là, c'est vrai qu'on le voit depuis la guerre à Gaza, l'Arabie saoudite fait tout pour maintenir les échanges et le dialogue avec l'Iran, afin d'éviter évidemment une confrontation directe entre Israël et l'Iran. Aujourd'hui, très clairement, la volonté des monarchies du Golfe est d'éviter à tout prix une confrontation directe entre Israël et l'Iran et d'aller vers la désescalade avec l'Iran. Il y a effectivement la réélection du président Trump. J'étais dans le Golfe, j'étais à Koweït, à Riyad et à Abu Dhabi. Partout, on ne considère pas du tout que l'arrivée de Trump soit aussi négative que ce qu'on pense en Occident. Trump est quelqu'un de transactionnel avec qui on peut faire des deals et ils veulent tendre un petit peu la perche au président Trump en flattant son ego, parce qu'ils le connaissent bien, ils savent gérer le personnage, en lui faisant miroiter le fait qu'il pourrait obtenir un prix Nobel s'il faisait arrêter ces guerres. Ben oui, mais Obama l'a eu pour rien. Obama est arrivé en... C'est sérieux, c'est pas simplement anecdotique, je vous assure. Est arrivé un mois après son arrivée au pouvoir, il a eu le prix Nobel, alors qu'il n'avait absolument rien fait. Et donc, il le conforte dans cette idée qu'il est capable de réenclencher quand même une négociation avec ce gouvernement israélien, parce que ça a été le président qui a déplacé la capitale Tel Aviv à Jérusalem, donc on ne peut pas faire mieux en termes de montrer qu'on est très pro-israélien. Donc, pourquoi pas essayer d'enclencher un nouveau processus pour mettre fin à ce cycle de guerre qui ne prendra jamais fin si aucune solution pour la Palestine n'est envisageable. Vous venez d'entendre une conférence donnée le 25 novembre 2024 pour Regard Croisé par Fathia Dazieni sur l'Arabie saoudite, ses défis et ses enjeux. Depuis le remplacement des élites dirigeantes par leurs héritiers en 2015, le roi Salman Al Saoud et son fils Mohammed Ben Salman ont amorcé de nouvelles orientations politiques, des réformes économiques pour faire face à la mondialisation, à l'afflux des jeunes, à la présence massive d'expatriés, à la baisse du niveau de vie, à la confrontation entre les aspirations à la vie moderne de certains et les résistances traditionnelles, et aussi à l'apparition de nouvelles élites. Vous pouvez réécouter cette conférence en podcast sur radiofidélité.fr et vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.